déjà à bloquer vos agendas le 22 septembre, où nous organiserons une manifestation pour l'ensemble du réseau qui s'appellera l'Agora. Toutes ces activités sont vraiment l'occasion de se rencontrer, de faire connaissance et de sceller finalement les liens entre nous. Les décisions stratégiques, elles n'ont aucun caractère autorémanent, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais personne qui va venir frapper à votre porte pour vous dire, avez-vous toujours une ligne stratégique claire et cohérente et qui est compatible avec ce que vous connaissez de votre environnement aujourd'hui. Souvent, les gens de science sont des gens qui aiment démontrer que ça marche une fois, mais ils pensent qu'une fois qu'ils ont un prototype qui marche, ils ont un produit en main. Et ils n'ont pas ni soit la connaissance, soit l'expérience de tout le chemin qui existe entre quelque chose dont on a montré que ça marche et un produit dont on va être sûr qu'il va marcher 100 000 fois. On a toujours un environnement qui est un champ d'incertitude très important et on part avec une lampe de poche dans le brouillard. Et il faut en être conscient que lorsque l'on évoluera avec un prototype et puis un produit et qu'on se confrontera aux réels besoins d'un client, que progressivement va arriver un processus par essai-erreur d'apprentissage du fonctionnement de l'environnement. Que le coût de l'industrialisation et de la commercialisation est équivalent au coût de la recherche et que celui-là, il n'est jamais modélisé dans la perspective du projet. Et que c'est une erreur, et donc on a beaucoup de sociétés qui mettent 4, 5, 6, 7 ans à imposer leur technologie parce qu'elles se sous-financent, elles n'ont pas impacté depuis le départ que la valorisation d'une technologie qui est une plateforme, qui souvent s'envisage sur un marché bien plus large que la région wallonne ou la Belgique, nécessite un plan d'action spécifique avec des méthodes de travail spécifiques et des moyens spécifiques. Et on fait très souvent l'impasse dans les projets de recherche de se dire j'aurai demain un produit et je vais trouver des distributeurs et ça va se vendre. Non. Pour vendre un produit, en particulier un produit très technologique, il y a très souvent une composante de service pour une raison très simple, c'est que votre produit va changer l'habitude d'usage de votre client. Et donc à partir du moment où vous changez une habitude, il y a un processus d'éducation et d'accompagnement qui doit se faire et qui, mieux que le spécialiste de cette technologie, va être en mesure de le mettre en œuvre. Donc un concurrent, c'est quelqu'un qui a été confronté avant vous à cette même problématique-là et qui a répondu. Et si on peut faire l'hypothèse qu'il vit et qu'il ait une part de marché, c'est qu'il n'est pas trop bête et qu'il ne manque pas trop de dynamisme. Donc les solutions qu'il a trouvées méritent d'être analysées parce qu'elles sont une réponse intellectuelle au même problème que celui que vous posez. Et le distributeur, c'est son job de vendre. Parce que moi, finalement, je suis un scientifique, je lui au point le produit, chacun sa responsabilité, lui il vend et maintenant ça marche. Si votre produit à vous nécessite de changer l'habitude du client, de convaincre, de revenir, qu'il a dans son portefeuille à côté quelque chose qui se vend tout de suite et facilement, même s'il fait moins de marge dessus, vous pouvez être sûr que votre produit est mort. On va faire 3 fois mieux que la norme, on va tenir 3 heures, on va être beaucoup plus cher, mais on ne va aller chercher que certaines applications et que certains clients dans lesquels cette sécurité absolue crée de la valeur. Et ils sont en fait alors de facto en position de quasi-monopole dans des marchés aussi particuliers que le CEA en France, que les centrales nucléaires en France et en Belgique, etc. etc. Et une matrice SWOT, ça doit servir à ça, ça doit servir à se dire voilà les forces dont je dispose aujourd'hui et voilà les forces dont il faut disposer pour réussir. Et parmi ces forces dont il faut disposer, s'il y en a 4, eh bien mettons par exemple que j'en ai 2, et donc j'identifie en superposant mes forces aux opportunités et aux forces dont il faudrait avoir pour les saisir, qu'il y a des forces que je n'ai pas et sur lesquelles je dois investir. 90% des innovations ne trouvent pas leur chemin de valorisation et l'analyse montre que les menaces ou les faiblesses ou les forces qu'il faut avoir éliminent le projet et il vaut mieux pouvoir se le dire à un stade précoce que quand on s'est fait très mal. J'avais tiré dans le futur, dans mon business plan, avec mes facteurs clés de succès, mes plans d'action, et je pensais à 9 mois à être à tel résultat, et bien 9 mois plus tard, je suis à tel autre résultat, qui sera toujours meilleur ou moins bon, et par expérience, je dirais qu'on fait des business plans avec des hypothèses optimistes et des hypothèses basses, et on montre, et on convainc les investisseurs sur base des hypothèses basses en leur disant oui, on était raisonnable. Le mot raisonnable est un des mots qui revient le plus souvent dans le business plan. Et la réalité, c'est que le plus pessimiste des scénarios dans le démarrage d'une startup technologique est très souvent formidablement le plus. Formidablement. Quels sont pour vous vraiment les facteurs clés de réussite
vont faire que ça va réussir au final? Il y en a 3. Et on analyse tous les projets comme ça. Le premier, c'est justement l'équipe. Et je préfère une équipe très forte avec un projet moyen qu'une rupture technologique ou qu'un projet, une offre formidable avec une équipe faible. Le deuxième, c'est bien sûr la qualité de l'offre et son caractère différenciant par rapport à ce qui existe. Ça reste quand même un avantage compétitif objectif. Ça reste quand même une garantie ou un indice de succès. Et le troisième, c'est le niveau de ressources et je dirais là la philosophie de laquelle l'équipe s'inscrit. Réveil en forme, bon, c'est assez passionnant parce qu'on rencontre dans un cadre autre que technologique d'autres participants de différents centres, l'université, les centres de recherche, etc. Donc ça, c'est assez enrichissant. Le premier concurrent, c'est l'habitude. Effectivement, changer les habitudes des gens, c'est assez difficile. Et alors, en tant que participant d'un centre de recherche, où on essaye, où on reçoit des gens qui ont des idées innovantes et pour lesquels on fait la recherche technologique pour essayer de prouver que leurs produits fonctionnent bien, essayer de les aider, de les assister. Le fait d'avoir cette notion de produits et de les aider, de les aiguiller en disant oui, vous avez un produit, mais attendez, est-ce que vous pourrez le vendre, etc. Je trouve que c'est assez important en tant que scientifique qu'on nous oriente et qu'on nous guide dans cet aspect-là. Moi j'ai beaucoup de scientifiques dans mon équipe et ça m'a permis, je crois, d'obtenir certains outils pour pouvoir leur parler plus aisément et leur faire parler du marketing. Pouvoir parler du marketing avec eux, parce que j'ai l'impression que parfois lors de réunions d'équipe, moi j'utilise fort mon vocabulaire acquis au cours de mes études et je pense que du coup on ne se comprend pas très bien parce que j'utilise peut-être pas les termes qui leur parlent. Parce que pour moi le marketing et la communication sont liés et doivent travailler de pair. Donc moi j'ai la chance d'avoir une collègue en communication extraordinaire et avec qui on sait bien travailler ensemble, avec chacune nos sensibilités. Donc nous, on essaie d'être le plus sensible possible au côté scientifique, à la recherche. On a nos collègues qui nous expliquent certains projets de recherche, etc. Parce que bon, cette technicité et ce vocabulaire que eux ont, nous, on n'a pas. Et je pense que ça doit se faire aussi dans l'autre sens. Et je pense que les séances de réveil en forme comme aujourd'hui, c'est un outil pertinent pour eux, pour se sensibiliser au marketing et à la communication. Bien, le marketing, c'est l'outil qui permet à un scientifique de positionner un objet technique dans une réalité économique.